Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Au sommaire, le Gabon, où un groupe d'officiers supérieurs de l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales, peu après l'annonce de la victoire du président Ali Bongo à la présidentielle. Le général Brice Oligui Nguema a été nommé chef de la transition. L'actualité en Côte d'Ivoire, ce sont les élections locales. On vous propose un tour d'horizon de la campagne. Et puis, plus de 60% d'échecs au BEPC et au bac. Que deviennent-ils? C'est la question qu'on se pose en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se plonge au cœur de la campagne à Djamé. 4 candidats font face au maire sortant. Farikou Soumaoro du RHDP, candidat à sa propre succession. Il s'agit des 3 candidats indépendants Swalio Dosso, Benvassima Sissé, Koulibaly Tiemoko Zanga et Boui Hugues du PPACI. Salif Yalekwe, Tanguy Conin. Swalio Dosso, Benvamissa Sissé, Farikou Soumaoro, Ben Hugues Gérard Curtus, Koulibaly Tiemoko Zanga sont les 5 candidats tête de liste qui convoitent la mairie d'Adjamé. Le maire sortant Farikou Soumaoro, qui a lancé sa campagne dimanche dernier à Williamsville, devant un public acquis à sa cause, met en avant les nombreuses opportunités offertes à la jeunesse en termes d'emploi. Vous-même, vous voyez, la population a répondu massivement et vous voyez que tout le monde est vraiment content de nous recevoir ici sur ce mythique stade de Williamsville. Alors c'est vous dire que nous sommes confiants pour le 2 septembre. Le candidat du Parti des peuples africains PPACI, soutenu par le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Gérard Boui, met également en avant la jeunesse, qui constitue le centre d'intérêt dans son ambition de s'installer dans le fauteuil de cette cité. Ma motivation première est l'abandon de la jeunesse. Depuis plusieurs années, ils ont promis à cette jeunesse, mais ces promesses n'ont pas eu de résultats escomptés. Et cette année, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Nous avons diagnostiqué à Djamé. Il y a un problème au niveau de l'habitat. Nous avons un problème au niveau de l'employabilité des jeunes. Plus de 80% des jeunes sont en chômage. Et nos mamans en pleurent. Nos mamans souffrent parce que leurs enfants ne travaillent pas. Le candidat indépendant Tiemoko Zanga Koulibaly, dit-il, place aussi la jeunesse au cœur de ses priorités. On veut essayer de décentraliser les services de l'état civil en créant une annexe peut-être à Makassi ou bien à Sonitra ou bien du côté des Paillés pour éviter le long trajet au niveau de la sécurité également. On veut créer des postes de police, un à Paillés et puis un autre du côté de Sodessi. Notre slogan c'est « Une jeunesse unie est une réelle force ». Donc je souhaite que tous les amis jeunes, tous mes camarades embrassent ce projet. Parce que 2023, c'est notre année. Il faut que nous nous donnons la main pour aller de l'avant. Tous ces candidats ont jusqu'à vendredi pour essayer de convaincre l'électorat. La course à la mairie de Toumaudi dans le centre du pays sera un duel. D'un côté, le PDCI, conduit par le maire sortant Idrissa Koné, et de l'autre, le RHDP, avec comme tête de liste Théodore Niamien. Sur le terrain, les 2 hommes incarnent pour l'un le renouveau total et pour l'autre, la continuité des projets, des arguments qu'ils font valoir face aux électeurs. Reportage de William Sakiré. Dans la commune de Toumaudi, la bataille pour la course à la mairie sera un duel entre le maire sortant Idrissa Koné, du PDCI RDA, et Théodore Niamien, du RHDP. Le premier veut rempiler pour poursuivre les réformes et les projets engagés au cours de son premier mandat. Ses axes de développement, des projets structurants mais également une vision pour améliorer le cadre de vie des populations. On a commencé le plan d'urbanisme qu'on est en train d'achever, le plan stratégique de développement. On est en train de faire venir des projets dans le secteur agro-industriel pour la jeunesse. Donc il est bon que l'équipe reste en place pour poursuivre ces projets, les finaliser et maintenant mieux s'attaquer à ce qui reste. Ce qui reste, c'est avoir un projet de gestion durable des ordures. Avec le nouveau projet paru, nous sommes sur la bonne voie. Face au maire sortant, qui revendique une équipe inclusive et qui rassemble une diversité politique et sociale, il y a Théodore Niamien, son challenger du RHDP.
Son credo, le renouveau total de Toumoudi. Les atouts du candidat, le tout premier des atouts, je suis le candidat de développement, je suis le candidat du président Alassane Ouattara. C'est un acteur de développement reconnu du monde entier. Et quand un tel acteur désigne un candidat, bien entendu, les attentes des populations, on peut déjà préjuger qu'elles seront prises en compte. C'est cela déjà mon premier atout. Le deuxième atout, c'est le bilan catastrophique de l'équipe qui a dirigé la mairie. Une ville totalement en lambeaux, championne des dépôts sauvages, avec le règne de la fièvre typhoïde. En tout cas, nos parents, nos populations ne sont pas contents de la gestion de l'équipe qui est là. Et naturellement, vous voyez, la ministre-gouverneur, c'est toute une équipe de cadres, de responsables de RHDP derrière notre équipe municipale qui prendra les rênes de la mairie de Toumoudi le 2 septembre prochain. 2 hommes, 2 partis face à face pour un siège au soir du 2 septembre prochain. En attendant, leurs équipes et soutiens respectifs parcourent les quartiers de la commune pour convaincre et rallier adversaires et indécis à leur cause. On vous le disait, direction Oumé, 4 jours après l'ouverture de la campagne, les candidats multiplient les meetings en vue de convaincre leurs électeurs. Cette ville située dans la région du Gau vit une ambiance particulière depuis son ouverture. Roger Appé. Meeting, tête-à-tête avec les jeunes, la course au fauteuil municipal bat son plein dans la commune d'Oumé. Les 3 candidats en lice ont envahi la ville depuis l'ouverture de la campagne à la recherche d'électeurs. Le maire sortant, Joachim Lagui-Kouassi, dit poids lourd, candidat du PDCI RDA, axe sa campagne sur la cohésion sociale et la paix. Des valeurs qui, selon lui, vont jouer dans la balance au soir du 2 septembre. Le poids lourd à Oumé est un homme engagé pour le développement de sa ville, de sa commune, dans la paix, dans la cohésion. Bien entendu, en associant tous les enfants d'Oumé pour que notre ville soit un exemple de paix et de tranquillité dans notre pays. De son côté, Ousmane Silla, le candidat du RHDP, a choisi le corps à corps pour le 4e jour de sa campagne. Le candidat du RHDP veut redonner une fière allure à la commune. Aujourd'hui, quand on parle du développement, vous êtes dans le quartier d'Oumé, vous avez vu, il n'y a même pas de reprofilage, mais nous, on a commencé le reprofilage dans les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes à près de 28 km reprofilés dans la commune. Nous ne sommes pas encore maires. Et pour nous, ça doit donner un nouveau visage à Oumé, pour que Oumé puisse ressembler à Koumassi. Voilà mon objectif. Et dépasser Koumassi dans les 3 ans à venir. Le seul candidat indépendant, Sinclair Allah, était face à ses militants lors d'un grand meeting qu'il a organisé sur la place publique. Le secrétaire général de la FESI, général Makelele, comme on le surnomme, est en course pour le fauteuil municipal pour, dit-il, aider sa commune, mais surtout ses parents, à sortir de la précarité. C'est la liste de la cohésion sociale, c'est la liste qui contient à son sein et les fonctionnaires, et les travailleurs du secteur privé, et les étudiants, et les cultivateurs, et les vendeurs du marché, et les personnes en situation d'handicap. Moi, pour donner une lueur d'espoir à ma communauté, à ma population, mais je n'ai pas peur. Parce que c'est avec elle que nous avons construit tous ces grands projets de développement stratégique. C'est avec elle que nous avons décidé de donner un visage radieux à la commune d'Oumé. Les résultats de ces élections municipales sont attendus le 2 septembre prochain. Et puis, direction les Grands Ponts, où la campagne électorale, aussi bien pour les régionales que les municipales, bat son plein. Sous secteur d'activité, le petit commerce vit cette fièvre avec effervescence et satisfaction. Les commerçants profitent de cette effervescence pour écouler leurs articles aux militants, partisans et autres soutiens des équipes de campagne, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers et les villages reculés de Dabou. Le petit commerce dans la fièvre de la campagne électorale, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Dabou, capitale et porte d'entrée de la région des Grands Ponts. À l'instar des secteurs de la grande restauration et de la location de véhicules, le petit commerce vit dans la fièvre de la campagne électorale. Parmi les acteurs à se frotter les mains, la gérante de ce restaurant de fortune, à Agnébi. La campagne électorale a vu monter sa clientèle et partant son chiffre d'affaires. Comme j'ai fait là, il dit est venu manger un peu, là, il est parti encore. J'ai payé au moins 300 pour 200, mais mon gars, lui, son riz, c'est beaucoup pour moi. Là. Environ 14 heures, ça finit. Je demande aide quoi, pour venir
commerce pour m'occuper de mes enfants. Même réalité pour cette vendeuse de beignets. Celle qui peine à écouler un demi-seau d'ordinaire, en moins d'une heure, a déjà vendu un seau et le second déjà mis vide. Avec la campagne, ça marche. Mais après la campagne, ça ne marche plus. Souvent, je peux trouver 3 kilos, ça reste. Comment faire pour conserver? Je suis obligée de verser. En temps de ça aussi, je vis. Je ne peux pas laisser. Au moins, s'il y a un appui, je ne peux pas agrandir mon commerce. Ces autres petites vendeuses connaissent la même fortune. Les militants et soutiens des candidats s'arrachent leurs articles. De quoi les combler. Quand ça marche, je m'en sors bien. Ça finit, je viens à la maison et je le fais encore, je prends, je m'en vais. On va pour 3 000. Ils ont payé pour 2500. 500 est resté, je suis venue. Ça, le reste est resté, je me promène avec ça. Ça marche. Et d'habitude que je prenais là, ça faisait au moins. Je prends aujourd'hui jusqu'à demain, ça finit. Mais aujourd'hui, hier j'ai pris, c'est fini hier. Et puis j'allais prendre ça, je suis au boulot. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'au soir, peut-être ça va finir aussi. Ah, je suis mal contente, mais je suis heureuse. Gare routière, même état des lieux. Ici, le commerce d'Atiké profite de la campagne électorale qui bat son plein à Dabou. D'ordinaire, entre 3 et 5 sacs sont écoulés. Avec la fièvre de la course au suffrage des électeurs, cette jeune fille a déjà vidé 7 sacs et du 8e sur la table, il ne reste que quelques boules. Avec la campagne, ça va. On peut vendre 5 à 8 sacs par jour. Au centre-ville, comme dans les quartiers et villages reculés, les acteurs du petit commerce se frottent les mains en cette période de campagne électorale, lesquels voient leurs articles s'arracher comme de petits pains. 7 candidats, encore 2 jours pour convaincre. Bénédicte Silué et Stéphanie Poté font le récit de la campagne pour les élections municipales qui a commencé dans l'effervescence dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Reportage. Seule femme en tête d'affiche pour les municipales à Bassam, Linda Diplo a rencontré les populations de Gbamélé. Pour son 3e jour de campagne, la représentante de l'Alliance PDCI-RDA a profité de l'occasion pour donner quelques lignes de son programme aux populations venues en grand nombre. Les populations ont besoin d'un changement. Même les hommes réclament une femme. Ils sont heureux de voir qu'une femme se porte candidate. Ils aimeraient bien voir une femme à la tête de la mairie pour assurer la cohésion, la paix, pour changer le climat et l'atmosphère de la ville. Notre vision, c'est d'assurer pour la jeunesse et même d'ailleurs pour les femmes des formations qualifiantes, des formations rapides qui leur permettront d'avoir des métiers. Du côté du RHDP, Jean-Louis Moulot, candidat à sa propre succession, a rencontré les populations d'Ebra, qu'il a rassuré quant à la continuité de son programme. Il a indiqué vouloir poursuivre ses actions de développement dans la commune touristique de Bassam. Notre vision, notre ambition, c'est de faire toujours plus pour Grand Bassam, toujours plus pour les Bassamoises et les Bassamois, en termes d'infrastructures, en termes de développement du tourisme, notamment en exploitant le plan d'eau lagunaire, en termes d'autonomisation des femmes, en renforçant les enveloppes financières mises à disposition pour leurs projets, en renforçant notre action au bénéfice des jeunes. Nous en avons réalisé un certain nombre sur les dernières années et nous allons aller encore plus loin. Ce n'est pas un rendez-vous politique, donc nous devons veiller à préserver la paix, la cohésion sociale et choisir un programme, une équipe pour développer notre ville. Le candidat indépendant Mamadouba Camara, communément appelé Kamso, s'est rendu auprès des populations du village modeste pour leur soumettre ses ambitions pour la commune. Il a par ailleurs demandé aux habitants de faire de lui leur futur maire au soir du 2 septembre. Mon programme s'étale en 2 volets, le volet social et le volet développement. Et ça, nous le faisons déjà aussi depuis 8 ans. Et aujourd'hui, nous voulons aussi lutter contre le chômage de la jeunesse. Et nous avons mis 100 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes de Bassam. Et le processus, il marche très bien. Seulement que je vais juste continuer à le faire, mais de façon maintenant générale. À tout Bassam, ce ne sera pas que des familles qui vont en bénéficier, mais ce sera toute la population de Grand Bassam. Les candidats désireux de s'installer à la mairie de la ville touristique multiplient les actions afin de séduire les populations de la ville balnéaire. À ces prétendants au fauteuil de la mairie de Grand Bassam s'ajoutent à la liste Mamadou Fofana, Félix Loa, De Paul Miensan et Bakayoko Kassoum, tous des candidats indépendants.
On vous le disait en titre, des militaires putschistes ont annoncé mettre fin au régime en place au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo dans la réélection après 14 ans de pouvoir venait d'être annoncé dans la nuit. Le général Brice Oligui Nguema a été nommé chef de la transition. On fait le point. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Gabon 24, des militaires putschistes ont annoncé ce mercredi avoir mis fin au régime en place dans le pays et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Après la déclaration des putschistes, les populations ont pris d'assaut les rues en signe de soutien au renversement du régime. Le général Brice Oligui Nguema, le cerveau du putsch, a été porté en triomphe par des centaines de militaires et une partie de la population. Jusqu'à ce coup de force, ce pays d'Afrique centrale était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009, est entouré de sa famille et de ses médecins, pendant que son fils Nourdine Bongo Valentin a été arrêté pour haute trahison, ont annoncé les militaires à la télévision d'État. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir le président déchu appeler ses amis à faire du bruit. Et puis on va procéder maintenant à un appel avec le Gabon où Marcel Diabio, membre de la plateforme Alternance 2023, a accepté de discuter avec nous. Bonsoir Marcel Diabio. Vous m'entendez? Je vous entends, oui. Alors Marcel Diabio, bonsoir. Quelle est la situation à l'heure actuelle au Gabon? Le calme est revenu après la lutte populaire et le nouveau régime a maintenu le couvre-feu, donc chaque Gabonais à cette heure-ci est chez lui. Alors, comment est-ce que l'opposition accueille justement ce coup d'État? Bien, comment, un peu comme le peuple, c'est-à-dire la satisfaction de la fin du régime Bongo. Cependant, quelques interrogations demeurent, étant donné que les militaires ont annoncé l'annulation des résultats et des élections. Ça nous laisse un peu perplexes, étant donné que ce qui est rejeté, ce sont les résultats annoncés par le Centre gabonais des élections. Résultats, comme ils l'ont dit, tronqués, parce que des procès-verbaux ont été falsifiés pour atteindre le résultat annoncé de 64% attribué à M. Ali Bongo. Alors, cependant, des vrais résultats existent et ils le savent parce qu'une note du président du Centre gabonais des élections avait été adressée le 27 août 2023 à M. Ali Bongo, à Mme Sylvia Bongo, à Mme Marie-Madeleine Borancho, présidente de la Cour constitutionnelle, et également à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce qui signifie que les militaires savent quel est le vrai score. Ils savent que le vainqueur de cette élection, c'est bien le professeur Albert Ondossa. Et la question qu'on se pose lorsque
il parle de transition. Est-ce que c'est une transition pour finalement passer dans les plus brefs délais le pouvoir au vrai vainqueur de cette élection, ou alors compte-t-il entretenir une transition qui prendrait plusieurs mois ou plusieurs années. Ce sont ces interrogations qui... Vous l'avez rappelé, le professeur Albert Ando Ossa est le candidat que vous avez porté, la plateforme Alternance 2023, en tant que candidat à cette élection présidentielle. Ce que vous demandez aujourd'hui, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un recomptage des voix plutôt qu'une annulation du scrutin? Non, on ne demanderait pas un recomptage de voix, puisque je vous dis que monsieur le président du Centre gabonais des élections a adressé une note qui est désormais rendue publique parce qu'elle était confidentielle, à ce qu'il semble. Et dans cette note, il transmet les véritables résultats. Et ces résultats désignent le professeur Albert Ondosa comme vainqueur de l'élection avec 65,02% contre 29,13% pour M. Ali Bongo. Cette note est parvenue au général Oligui, donc il sait qui exactement a gagné ces élections et avec quel score. Donc on le voit, vous prenez cette transition militaire avec des pincettes. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que ce coup d'État est différent de ceux qu'on observe dans la sous-région en ce moment? Bien, il est effectivement différent parce que ce qu'on observe dans la sous-région ouest-africaine, c'est que c'est des coups d'État qui sont motivés par non seulement des questions de gouvernance, mais également des questions de sécurité. Ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une réaction des militaires par rapport à l'annonce de faux résultats de l'élection présidentielle. Dès lors qu'il y a eu une élection et qu'un vainqueur s'en est dégagé, qu'ils aient interrompu le processus en rejetant les faux résultats annoncés, il serait de bonne loi que, ayant déposé M. Ali Bongo, qu'il remette le pouvoir au vainqueur de l'élection, ce qui serait assez logique. Merci Marcel Diabio. Je rappelle que vous êtes membre de la plateforme Alternance 2023. On continuera bien sûr de suivre l'évolution de la situation au Gabon. Merci. Et il n'y a pas que la campagne électorale, intéressons-nous aussi à l'éducation qui connaît des avancées mais aussi des difficultés. Chaque année, le taux d'échec reste visiblement élevé. Qu'ont expliqué ces taux et surtout quelle orientation pour ces élèves suite aux échecs après leurs examens? C'est un sujet d'Issa Koné, de Joseph Zécré et Ivan Yao. La rentrée académique est prévue pour le 11 septembre prochain. À quelques jours de la reprise des cours, Mohamed s'y active. Après 2 tentatives soldées par des échecs au baccalauréat, il se résout à tenter encore sa chance. C'est vrai, ça nous affecte, mais on doit savoir aussi que ça fait partie de la vie. Dans la vie, tout le monde ne peut pas réussir en même temps. La vie nous réserve plein de surprises. Pour Daouda, candidat également malheureux au bac, il n'est plus question de retourner sur les bancs. Il le fera en candidat libre. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais cela ne me décourage pas. Mais je préfère arrêter, ne pas faire la classe de terminale encore pour une 3e fois. Continuer en candidat libre. Je sais qu'avec le temps, ça va y aller. Entre soutien et déception, les parents d'élèves reviennent sur leurs responsabilités. Nous avons l'obligation de scolariser nos enfants, de nous couper en 4 pour tout trouver, pour les mettre à l'aise pour qu'ils aillent à l'école. Donc les parents, en faisant leur part, nos enfants doivent comprendre que l'école est un lieu de socialisation. Cette année, je pense qu'avec l'aide de Dieu, je pourrai subvenir à ces besoins-là pour ne pas qu'il manque des cours. Ces dernières années, au-delà des avancées qu'a connues la Côte d'Ivoire, sur le plan éducatif, le taux d'échec aux examens reste toujours élevé. Une situation
dû à plusieurs facteurs. Le taux d'échec en lui-même, je pense qu'il y a d'abord le modèle social qu'il faut questionner, le modèle social des réussites. Vous savez, les élèves, c'est des jeunes, ils vont à l'école, ils doivent s'identifier à des personnes bien précises. Ensuite, il y a l'offre de formation. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a ramené par exemple les coefficients, alors qu'on se retrouve avec des élèves qui, pour certains, développent d'autres aptitudes qui sont pénalisées par la réalité du coefficient. Il faut que des personnes qui sont passées par l'école classique pour réussir puissent être mises en avant. Pour Abdrahman, il faut identifier les domaines de compétences des apprenants en vue de pallier ces difficultés. En avril 2021, le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation a fait les états généraux de l'école ivoirienne pour déceler les insuffisances du système éducatif et apporter des réponses durables. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie et ne bougez surtout pas. Lydia Rassouba vous propose juste après Soir de campagne. Ce soir, focus sur le plateau et Port-Bouët.